premier truc, c'est vraiment de rester soi-même. Ça peut paraître cliché, oui, il faut être authentique, mais j'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre sur LinkedIn et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a aidé justement à me faire connaître et à faire que mes posts étaient appréciés parce que les gens Bienvenue dans sentaient nos que... Level Uppers, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une super pêche et j'espère également que vos entreprises se portent à merveille. C'est encore moi, Sekou Sissoko de TBP Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mélanie. Mélanie, super entrepreneur, super écrivaine. Je n'en dis pas plus. Comme vous le savez, l'objectif à travers l'ensemble de nos podcasts est d'aller vraiment découvrir des entrepreneurs qui font d'aujourd'hui un monde meilleur. Donc aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Mélanie et comme vous le savez, je suis généralement d'humeur malpolie, donc je ne vais pas la présenter, je vais la laisser nous faire son introduction d'elle-même. Écoute déjà et bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je m'appelle Mélanie Bigot, je suis correctrice et écrivain aussi en freelance. On me connaît sur LinkedIn comme le sniper des fautes d'orthographe et dessus je fais des posts chaque semaine pour expliquer une règle de la langue française. C'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment. Enfin voilà, j'ai plusieurs activités qui touchent à la langue française, à l'écriture, à la lecture. Dieu seul sait à quel point l'orthographe est hyper important, surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe avec l'émergence des réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, toutes ces choses-là, les raccourcis, les jargons, ça devient de plus en plus compliqué de se professionnaliser et d'écrire bien. Donc, je pense que tu as complètement ta place dans cet univers entrepreneurial. Mélanie, carrément. Comme je le dis à chaque fois, chez TBP et sur Developer, on est friand d'histoire entrepreneuriale. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous racontes un petit peu ta vie. Voilà, raconte un petit peu qu'est-ce qui a fait que Mélanie devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un peu deux Mélanie. Il y a la Mélanie écrivain et la Mélanie correctrice. C'est des activités qui vont quand même ensemble, qui se ressemblent, qui sont complémentaires, mais qui sont quand même différentes. L'écriture, vraiment, c'est ce qui m'anime depuis toujours, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans. Vraiment, j'inventais des histoires avec ma mère. J'adorais vraiment inventer des histoires et j'avais mon grand-oncle qui était écrivain et vraiment mon rêve, quand j'étais petite, c'était de devenir comme lui, d'en faire mon métier. Donc on est en France, c'est pas facile de vivre de l'écriture, mais aujourd'hui, c'est plus un objectif. J'ai plus envie de vivre de l'écriture, même si c'était possible. C'est quelque chose que je fais vraiment pour le plaisir et que j'adore. Donc en fait, j'ai commencé à 5 ans, je ne me suis jamais arrêtée. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans, donc ça fait un petit moment déjà. Mon premier roman, je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. Ça s'appelle Abîme à Calban, c'est le premier tome d'une saga de fantasy jeunesse. Et je l'ai auto-édité à l'époque, un peu à l'arrache. Et aujourd'hui, je me suis un peu plus professionnalisée pour l'auto-édition, justement parce que j'avais pas spécialement envie de travailler avec des maisons d'édition. Donc j'ai auto-édité 2 livres, 2 romans, qui s'appellent Mon Immortel et Cangron de le Tonnerre, et qui font partie des 25 livres que j'ai écrits en tout depuis mes 16 ans. La plupart ne sont pas publiés, ne le seront jamais, c'est juste des livres que j'écris pour le plaisir, des fanfictions. Enfin voilà, je m'amuse beaucoup. Mais enfin voilà, c'est vraiment, j'avais envie de garder cette activité autant que possible et grâce un peu à mon métier de correctrice freelance, je peux organiser mon emploi du temps comme je veux et ça me permet justement d'écrire quand j'en ai envie autant que je veux. Même s'il y a quand même des périodes où je me laisse un petit peu submerger par mon travail et c'est pas forcément facile.
Et donc, il y a la Mélanie correctrice. Donc là, je suis correctrice depuis, alors vraiment officiellement depuis 4 ans. Là, je vais fêter mes 4 ans d'entrepreneuriat au mois d'octobre. Oh. Merci. Je me suis lancée en octobre 2019, vraiment juste après ma soutenance de mémoire. Et à cette époque, j'étais rédactrice et correctrice. Je faisais les deux. Et en fait, au bout d'un an, j'ai pu arrêter d'être rédactrice et pour être entièrement correctrice parce que c'est vraiment ce que j'aimais. Enfin, j'aime écrire, mais j'aime pas forcément écrire pour les autres. Donc, écrire pour le web, c'était assez contraignant pour moi. Il fallait vraiment toujours m'adapter à des nouveaux sujets. Enfin, j'aimais vraiment pas ça. Alors que la correction, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai un côté très maniaque. Donc, quand je rends un texte et que je sais qu'il est vraiment le plus nickel possible, vraiment, j'ai essayé d'éradiquer toutes les fautes, ça me fait très, très plaisir. Je me sens vraiment bien. Alors qu'avant, voilà, c'est quand je le reçois, c'est bordélique. Et en tout cas, si j'ai voulu devenir correctrice, c'est parce que depuis toujours, j'adore lire. Hein, c'est quelque chose de commun, je pense, à beaucoup de correcteurs. C'était un métier qui m'intéressait beaucoup quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, collège, mais on m'avait dit qu'on ne pouvait pas le faire. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais à chaque fois que je disais j'ai envie d'être correctrice, on me disait ah oui, ça existe, mais non, c'est pas possible de le faire. Donc bon, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, et puis finalement, quand je me suis lancée en tant que freelance, je me suis dit mais en fait là, j'ai pas de patron, je peux faire ce que je veux. Donc, je vais proposer mes services de correction. Et entre-temps, j'avais bien sûr été formée à la correction. C'était pendant ma licence de lettres. J'ai travaillé avec un éditeur correcteur pendant 1 an qui m'a appris son métier, qui m'a appris justement comment corriger des manuscrits, comment les préparer pour l'édition. Et après, j'ai fait un master qui a complété vraiment tout ce que j'avais appris, qui m'a vraiment, qui m'a donné toutes les connaissances de base pour mon métier, que j'ai continué après de compléter en faisant moi-même des exercices, en cherchant, ne serait-ce que pour mes postes, chaque semaine où je dois faire des recherches. Et des fois, j'apprends des nouvelles choses. Donc voilà comment je suis devenue correctrice. Écoute, c'est une belle histoire. Je trouve que chaque entrepreneur a une histoire à partager, et il n'y a pas d'histoire qui se valent, quoi, en termes de valeur, en termes de qualité également, en termes de storytelling, en termes d'épopée aussi, parce que j'appelle ça des épopées. Ah oui, mais concrètement, c'est une épopée. Ouais, mais carrément. Et étant donné, pendant que tu étais en train de parler, déjà il y a pas mal de questions qui me sont arrivées en tête. Comme on le sait, hein, généralement je ne prépare pas de questions en amont. Vraiment, on a plusieurs, on a 4 lignes directrices à prendre pour les podcasts, mais vraiment, je m'appuie sur ce que tu dis pour pouvoir rebondir là-dessus. Parfait. Et là, j'ai envie que ce podcast prenne vraiment plus le tournant de la passion. Quand je dis passion et entrepreneuriat, passion et affaires, parce que tu as décidé de devenir ce que tu es là actuellement parce que tu adorais ce que tu faisais, et j'ai envie que tu me parles de, pour toi, l'importance et le rôle de la passion que la passion peut avoir pour un entrepreneur. Je pense que c'est très très important. Alors après, je ne veux pas parler au nom de tous les entrepreneurs, mais en tout cas, moi, je sais que j'aurais pas pu entreprendre si je n'avais pas été passionnée. Vraiment, j'avais envie de faire en sorte que mon quotidien, que mon métier soit vraiment ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime. Donc, je pense vraiment que, en tout cas pour moi, la passion est vraiment complètement essentielle, et je pourrais pas continuer si là, d'un seul coup, je perdais la passion de traquer les fautes, la passion même d'expliquer du coup les règles de français sur LinkedIn, la passion d'écrire, d'inventer des mondes, des histoires. Je pourrais pas continuer en fait, vraiment, si cette flamme s'éteignait. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important. Je trouve également que c'est hyper important. Beaucoup d'entrepreneurs l'oublient. Quand tu as un projet et que tu es à fond dedans, tu y vas à fond. Vraiment, tu es prêt à tout sacrifier pour. Il y a d'autres écoles, là, il y en a qui disent que la passion est également très, très dangereux, parce que très souvent, quand on est passionné, eh bien, on ne voit pas les fautes que l'on a, ou bien les pivots qu'on a. Là, je parle surtout en termes entrepreneurial. On va prendre l'exemple, moi, je décide de lancer une marque de bouteilles.
de je ne sais quoi. Et je me rends compte que j'adore l'eau. Voilà, je suis sportif, j'adore l'eau et j'adore boire l'eau. Et puis voilà. Et concrètement, en me lançant dans le marché dans lequel je veux aller, je me rends compte que les gens n'adhèrent vraiment pas à ce que je propose. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je continue à m'entêter dessus parce que je suis passionné. Je me dis, ça peut également être dangereux. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est vrai que ça peut être un piège. Et je pense que ça doit pas forcément être facile, mais il faut trouver un juste milieu et ne pas justement s'obstiner. C'est bien justement d'être déterminé, mais en fait, faut être capable de réaliser quand ça marche pas, parce que des fois ça marche pas, et être capable de se remettre en question. Moi, quand je me suis lancée justement en freelance, donc je sortais tout juste de mes études, et mon père m'a dit qu'il allait m'aider pendant 1 an pour que je me lance. Mais si au bout d'1 an, je n'avais pas trouvé de clients, malgré ma passion vraiment de transmettre la langue française, de corriger, ouais, non, j'aurais dû chercher un travail en CDI comme beaucoup de gens. Et ouais, je pense que vraiment, après, j'aurais pu continuer aussi en parallèle justement d'un métier en salariat, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il ne faut pas s'obstiner vraiment et savoir se remettre en question. C'est très, très important quand on se lance en entrepreneuriat, de savoir se remettre en question, d'être à l'écoute des critiques, des remarques, ouais, se nourrir un petit peu de tout ce qu'il y a autour de nous. Je pense que ouais, faut pas être, c'est très bien d'être passionné, mais il faut pas être tout seul vraiment dans sa tête et rester ouvert justement à ce qu'il y a autour de nous et à tout ce qui peut nous aider à nous améliorer, en filtrant bien sûr, parce qu'il y aura toujours des critiques pas du tout constructives qui vont pas du tout nous aider, des haters sur les réseaux et tout ça, mais voilà, arriver à faire du tri, mais prendre ce qu'il y a à prendre pour s'améliorer et ne pas foncer vraiment tête baissée dans un mur, parce que des fois, malheureusement, c'est ce qui nous attend. Carrément, je suis d'accord avec toi sur ça. Très, très belle leçon. Tu as parlé d'améliorer et j'ai envie de continuer dans ce sens également. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'améliorer? Parce que j'imagine que de tes 5 ans maintenant, tu as quand même fait des progrès. Et là, j'imagine que étant donné que tu as des clients et que tu dois faire des livrables, toutes ces choses-là, que tu es en perpétuel process d'amélioration de tes méthodes, toutes ces choses-là. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'améliorer? C'est quoi tes hacks? De toujours me former en fait dans mon métier. Je continue justement de lire beaucoup de choses sur la langue française. Subtilité, en fait, quand je fais des recherches aussi pour de potentiels futurs sujets, ça me donne des idées, mais des fois des choses vraiment que je ne connaissais pas, donc je vais creuser. Et je me dis, c'est comme ça que je m'améliore aussi pour avoir la meilleure maîtrise de la langue française possible, parce que c'est pas possible de maîtriser la langue française à 100%. Il y aura toujours des petites subtilités vraiment microscopiques qui vont échapper. Il y aura toujours des moments aussi d'inattention. Après, j'essaye aussi justement, en parlant d'inattention, de faire attention, de respecter mon rythme pour corriger justement à des moments où je vais pas être fatiguée, pour justement être le plus efficace possible, pour ne pas louper des fautes. En fait, j'essaie de m'inspirer de mes premières missions. J'étais pas forcément au top du top, on va dire. J'essayais d'être au top du top, mais je débutais, donc forcément, je pense que j'ai fait des erreurs. Là, je saurais pas en citer, mais ne serait-ce déjà que corriger dans l'urgence, corriger en étant fatigué, je pense que c'est le meilleur moyen de louper des fautes. Donc là, aujourd'hui, j'essaye vraiment de ne pas me presser, de ne pas travailler à des heures pas possibles jusqu'à 2h du matin, où là, c'est plus possible de voir les fautes. Et puis, de me former vraiment, de faire des exercices de français pour garder le niveau autant que possible. Parfait. Et du coup, Mélanie, j'ai bien entendu ce que tu me disais et surtout sur l'importance de se former. Comme je te disais juste auparavant, c'est que on est en ce moment submergé d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateformes parfois même de formation. On ne sait pas qui est le plus cohérent, qui est le plus intéressant, qui est le plus pertinent en termes de contenu. Donc, j'aimerais savoir quels tips ou bien qu'est-ce que tu utilises toi pour aller te former de 1 et surtout, comment est-ce que tu juges une formation de qualité, une formation qui peut t'apporter en termes de level up et en termes de contenance, quoi. J'utilise un peu... Alors, c'est pas des formations genre d'un entrepreneur attitré. Ça va vraiment plutôt être des sites de référence que je vais utiliser.
Et justement, il y en a, c'est vraiment des grosses références. Donc, je sais que il n'y a pas de problème. Par exemple, le site de l'Académie française, il y a toute une section, c'est dire, ne pas dire. C'est très, très bien fait. D'ailleurs, ça dit qu'il ne faut pas dire du coup, mais ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire à l'oral, c'est une catastrophe. Mais voilà, ça explique un peu toutes les petites subtilités de la langue française. Il y a le site du projet Voltaire aussi, qui justement est maintenant devenu très connu. C'est une formation qui est reconnue par l'État. Je crois que maintenant même les lycéens, il y en a beaucoup qui le passent, des étudiants. Et là, pareil, je sais que ça va vraiment en profondeur. C'est très, très qualitatif. Et en plus, ce qui est très bien sur ce site, c'est qu'il y a un forum. Alors, comme je l'avais déjà dit dans un post, il faut se méfier avec les forums parce que n'importe qui peut répondre et du coup, des fois, il y a un petit peu des bêtises. Mais ça peut quand même donner certaines indications, des questions que les gens peuvent se poser. Des fois, il y en a qui renvoient justement aussi à l'Académie française, au Larousse, vraiment à des grosses références. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après, vraiment, un site que je recommande, que j'utilise beaucoup, c'est Français Facile. J'en parlais dans mon post d'ailleurs de cette semaine. C'est une plateforme qui est pas très belle. On dirait qu'elle date d'il y a 20 ans. Mais il y a plein de règles de français, plein d'exercices très, très bien faits. Et c'est dessus, justement, que je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner pour le français, justement, pour ne pas perdre le niveau. C'est très scolaire, justement, donc c'est bien. C'est tout ce qui est COD, COI, les accords des verbes, les temps, un peu tout. Et vraiment, je trouve que c'est une très bonne plateforme. C'est genre un site de référence. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur mon blog où j'avais mis 7 ressources, justement, qui me servent en tant que correctrice. Et ça en fait vraiment partie. Bah écoute, j'irai faire un tour dessus parce qu'on n'est jamais à l'abri des fautes d'orthographe. Et on sait que ça ne pardonne pas, surtout sur LinkedIn. On aura l'occasion de revenir sur ça. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de ton papa aussi, qui t'a, disons, un petit peu donné la chance ou laissé ta chance, en tout cas, de devenir entrepreneur. Et très souvent, lorsque j'échange avec certains entrepreneurs, ça peut être des clients ou lors d'événements, très souvent, j'ai des échos sur l'attitude de l'entourage lorsque l'on veut se lancer en entrepreneuriat. J'aimerais, toi, avoir ton retour dessus. Déjà, comment ça s'est passé quand tu as annoncé que tu allais te lancer ou que tu voudrais faire ça? Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce qu'ils l'ont pris positivement, négativement? Et toi, surtout, comment est-ce que tu as réagi? Alors, ma famille l'a pris positivement parce que du côté de ma mère, tout le monde est entrepreneur. Ma mère est en profession libérale. Mes grands-parents étaient en profession libérale. Mon arrière-grand-père aussi était entrepreneur. Donc, c'est quelque chose, un peu de famille. Après, mon père m'a dit quand je me suis retrouvée vraiment bien installée, que j'avais des revenus réguliers, que mon entreprise marchait bien, il m'a dit qu'effectivement, à cette époque, il avait quand même, quand je m'étais lancée, il avait eu un petit peu peur que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va marcher sur Internet? Mais que il m'avait quand même fait confiance. En disant, de toute façon, oui, on va voir, elle va tenter. Et il était très fier de voir que j'avais réussi. Et en plus, j'ai réussi assez vite. Bon, j'ai eu la chance à ce moment-là que le Covid débarque. Il y a des gens qui l'ont mal vécu. Moi, pour le coup, je l'ai bien vécu parce que à ce moment-là, ça faisait quelques mois que j'étais lancée en tant que freelance. Et j'étais encore rédactrice à ce moment-là. Et les gens ont voulu refaire leur site internet à ce moment-là. Il y en a plein qui ont décidé de créer un blog pour leur entreprise et tout ça. Et du coup, j'ai une tonne de demandes à ce moment-là. Mon entreprise a vraiment décollé et ça faisait 6 mois. 6 mois, je crois, que j'étais lancée. Et donc, vraiment, je suis reconnaissante quand même envers le confinement juste pour ça. Mais du coup, j'ai vraiment eu de la chance que ça démarre vite. Mais mon entourage a très bien réagi quand j'ai annoncé que j'allais me lancer en freelance, m'a soutenu, m'a encouragé. Parce qu'au début, forcément, il y avait des moments aussi pas toujours faciles où je me disais, mais ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et tout le monde m'a vraiment soutenu. Il y a mon conjoint aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui était à mes côtés. Donc j'ai eu vraiment de la chance d'être très, très bien entourée. Écoute, c'est super parce que c'est pas le cas de tout le monde et on sait que carrément c'est complètement dingue. On sait qu'il y a des projets qui tombent à l'eau à cause de l'entourage ou à cause des mauvaises ondes
que l'entourage peut apporter, pas parce que il ne croit pas en nous. Moi, je pense très souvent que l'entourage est néfaste malgré elle, malgré lui ou elle, en tout cas, malgré lui, parce que généralement, les personnes qui nous entourent, lorsqu'on décide de leur dire qu'on veut se lancer, ils transposent directement disons, leur peur sur nous et ils veulent faire en sorte de nous ramener dans notre zone de confort. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est dans la zone de confort que eux ont décidé pour nous. Je m'explique, par exemple, lorsque, voilà, quand une personne fait des études supérieures, master, etc., et que voilà, en termes de prétention salariale, il peut commencer à 2K5 ou même 3K ou 4, en fonction du domaine dans lequel il est, et qu'il décide du jour au lendemain, oui, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Tes parents entendent ça, tu as fait des études, tu as fait soit une alternance, soit tu as fait des études en initiale, c'est-à-dire que tu as quand même déboursé de l'argent pour arriver là où tu es, tu décides de te lancer. Moi, concrètement, je sais qu'il y a des entrepreneurs, leurs parents leur disent, mais ça a servi à quoi tout ce qui a été fait avant pour que tu décides de te lancer tout seul, quoi, dans cet inconnu-là qui est, voilà, je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà eu des retours comme ça de ton côté. Oui, bah ça, j'ai beaucoup entendu autant de gens que je connais que même de gens sur LinkedIn, dans des podcasts. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent. Et pour le coup, je suis pas d'accord avec l'entourage parce que, en fait, je pense que tout ce qu'on fait dans notre parcours va nous servir d'une façon ou d'une autre. Même si on va complètement bifurquer, moi j'ai commencé par des lettres modernes, donc c'était pas forcément professionnalisant, mais aujourd'hui je suis quand même très contente d'avoir fait ces 2 ans de en licence de lettres modernes, parce que j'ai quand même une culture littéraire française et même un peu étrangère, et ça m'aide des fois justement à avoir certaines références que j'aurais peut-être pas eues si j'avais pas fait ces études. Et pourtant c'est pas, lettres modernes ça forme surtout pour devenir professeur, il n'y a pas forcément donne débouchés. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment presque tous mes camarades voulaient devenir professeurs quand j'étais en licence, et moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pour ça qu'après, je suis partie en lettres appliquées. Mais oui, en fait, je pense que tout ce qu'on fait dans notre parcours va nous servir quand même d'une façon ou d'une autre. On va forcément rencontrer une personne qui va nous servir plus tard en nous donnant un conseil, en nous ouvrant la voie vers quelque chose. On va forcément apprendre quelque chose qui nous sera utile. On va vivre des expériences qui vont nous servir. Je pense que chaque parcours va servir, en fait, vraiment, c'est ma conclusion. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Chaque parcours chaque épreuve va nous ramener soit on abandonne face à une épreuve, soit on avance, et j'essaie un peu de faire la différence entre le mindset américain et le mindset français. Bon, on le dit à chaque fois, mais aux États-Unis, tu tombes, bravo, allez, tu as appris, let's go. En France, tu tombes, le loser, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait ce mindset, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit peu, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, à travers des podcasts ou des contenus, pointent du doigt ce mauvais comportement de la population en général, parce que c'est une tendance qui se vit. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, et j'espère que ça disparaîtra de plus en plus, parce que ça crée des frustrations, surtout dans l'univers de l'entrepreneuriat. C'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Mais carrément. Alors que justement, je pense que en se moquant justement des personnes qui vont échouer, on va pas du tout les aider à avancer, à se remettre en question, à faire en sorte de pas refaire les mêmes erreurs. Vont juste se verrouiller et dire très bien, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, alors que si, c'était peut-être fait pour toi, mais tu l'as peut-être juste pas fait de la bonne façon. Et justement, il faudrait tirer des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Mais ouais, je pense que l'entourage ou même les gens en général sur les réseaux et tout ça peuvent avoir un côté vraiment très néfaste. Et comme une fois, j'espère vraiment que ça va finir par disparaître, donc on va quand même plus s'inspirer de nos voisins américains pour ça, ce serait quand même. Mais carrément. Donc, comme tu le sais, chez TBP, l'objectif de ce podcast, c'est également de donner du contenu aux entrepreneurs afin qu'ils puissent développer concrètement, passer à un autre niveau. Voilà, toi, tu t'es lancé il y a cela quelques années, mais malgré ça, c'est un peu récent quand même, mais il y a cela quelques années. Et de ce que j'ai bien compris, en 6 mois, tu as commencé à avoir tes premiers clients. D'ailleurs, je te dis chapeau, parce que c'est pas tous les entrepreneurs qui
qui ont déjà un premier client. C'est pas évident. Donc, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu as fait déjà pour acquérir tes premiers clients? C'est-à-dire, dans cette partie vente, comment est-ce que tu as pu être attractive en termes de proposition et comment est-ce que tu as pu délivrer tes premiers clients? Bah justement, quand je me suis lancée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais une camarade de master qui m'avait conseillé justement d'aller sur LinkedIn. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas du tout envie de prospecter activement. J'avais pas envie d'envoyer des messages en fait à des potentiels clients, d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe et voilà, dire s'il vous plaît, travaillez avec moi. En fait, ouais, c'était pas quelque chose qui me ressemblait. J'avais pas envie de faire comme ça. Et en plus, je me rappelais, c'était mes cours d'anglais de master, je crois. On avait étudié l'inbound marketing et l'outbound marketing. Et donc, bah voilà, je vais m'en servir et je vais faire de l'inbound à 100%. Et donc, bah, je me suis mise sur LinkedIn et je me suis mise à poster. Donc, il y a 4 ans, LinkedIn, c'était encore... il y avait déjà quand même un peu de gens qui postaient, mais c'était quand même pas comme aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, où il y a vraiment une multitude de créateurs de contenu. À l'époque, on n'était vraiment pas beaucoup. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait bah, voilà, sur LinkedIn. J'ai trouvé quelques personnes qui faisaient des contenus qui m'inspiraient, qui m'intéressaient. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. Voilà, je vais essayer de raconter un petit peu des choses. Je ne savais pas exactement quoi à ce moment-là. Au tout début, je partageais juste mes articles de blog, en fait, où je parlais de la rédaction. Après, je me suis mise un peu à parler entrepreneuriat, freelancing, comment ça se passe quand on travaille chez soi, mais c'était pas... Enfin, voilà, c'était des posts un peu fourre-tout, un peu passe-partout, on va dire. Et finalement, je sais plus trop pourquoi, je crois que parce que je regardais un film à ce moment-là, et il y avait eu une erreur, quelqu'un qui disait stipuler au lieu de disposer, la loi stipule au lieu de la loi dispose. Et justement, comme quoi mon parcours m'a servi, j'ai fait une année de droit. Voilà, j'ai complètement abandonné, mais ça m'a servi parce que je me rappelais que justement, en droit, on nous avait dit il ne faut surtout pas dire la loi stipule, mais la loi dispose. Et j'en ai fait un post qui a vraiment bien plu à ce moment-là. C'était pas un énorme buzz, hein, mais bon, ça avait quand même plu à certaines personnes. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire des posts sur l'orthographe, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'avais encore fait quelques posts sur le freelancing à ce moment-là, mais du coup, après, je me suis mise à faire régulièrement des posts d'orthographe. À ce moment-là, j'en faisais 3 par semaine. Et bah, ça a commencé à plaire de plus en plus. Et ça, ouais, mon réseau a un peu explosé sur LinkedIn. Et c'est comme ça que je me suis mise à avoir des clients, en fait, parce que les gens trouvaient mes posts et ça leur donnait envie de travailler avec moi parce qu'ils se disaient, bon, bah, elle a l'air de connaître son sujet et de connaître la langue française. Donc, autant en rédaction qu'en correction, j'ai commencé à avoir des demandes. Et même après, du coup, de plus en plus de demandes en correction pour des romans, des mémoires, enfin, vraiment un petit peu tout. Et bah, c'est vraiment grâce à LinkedIn, en fait, que j'ai réussi à trouver quasiment tous mes clients. Aujourd'hui, c'est surtout LinkedIn, un petit peu mon blog aussi, où je parle du métier de correcteur. Mais ouais, je pense que la plupart vraiment des personnes qui me contactent viennent de LinkedIn, essentiellement. Oui, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que je voulais venir. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. On appuie sur l'accélérateur vers la croissance et... venir. Donc, tu es full inbound, c'est-à-dire que tu produis des articles, si j'ai bien compris, hein, tu produis des articles à destination d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont sur LinkedIn. Et deuxième canal d'acquisition, c'est plus ton blog. Est-ce que tu as d'autres outils? Est-ce que, par exemple, quand tu as commencé, parce que en termes d'audience, chez TBP, souvent, on a des entrepreneurs qui viennent de se lancer et qui parfois ne savent pas quel canal utiliser. Donc, dans ce cas de figure, nous, souvent, on les conseille d'utiliser le bouche à oreille parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sous-estiment
vraiment la puissance du bouche à oreille. J'aimerais savoir si ça, tu l'as activé dès le début et qu'est-ce que tu penses du bouche à oreille en vrai pour lancer une boîte, quoi, pour passer de 0 à 1, disons. Effectivement, c'est une très bonne méthode. Enfin, ouais, de se servir de son réseau, essayer de penser à toutes les personnes qui peuvent nous aider. Et où justement, quand je me suis lancée, j'avais demandé conseil à un intervenant qu'on avait eu quand j'étais en master, qui était rédacteur freelance. Et justement, je lui avais demandé un peu des conseils de comment faire pour trouver des clients. Et il m'avait donné différentes méthodes, justement, la création de contenu, l'outbound, enfin, genre la prospection active. Je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit d'autre. Moi, j'avais dit vraiment, c'est mort pour, pour la prospection, donc je vais plutôt partir sur la création de contenu. Mais non, le bouche à oreille, je pense que c'est très important. Et ne serait-ce aussi que d'avoir de bons avis une fois que ça a démarré. En fait, dès le début, je pense que les premiers clients, il faut pas hésiter à leur demander, même si on est un peu timide ou quoi, mais ne pas hésiter à leur demander d'aller mettre un avis sur notre LinkedIn, sur notre Malte, sur notre site, enfin peu importe, parce que justement la réputation est très importante. Bah écoute, je trouve intéressant ce que tu viens de dire et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit à la toute fin. Malte, pas le pays Malte, hein, mais MALT, bien sûr, la plateforme de consulting, de freelancing, etc. Du coup, Malte aussi, c'est un canal d'acquisition pour toi, quoi. Moi, j'y suis. J'avais fait justement, comme toutes les personnes qui se lancent en freelance, enfin, en tout cas à l'époque, vraiment tout le monde le faisait. J'ai eu peut-être une demande qui n'a pas abouti. Et en fait, bon, j'ai pas creusé plus parce que je me suis vraiment concentrée sur LinkedIn à ce moment-là. Je sais pas exactement en fait comment on peut s'en servir pour trouver des clients. Je sais qu'il y en a qui s'en servent exclusivement. C'est leur seule source de clients. Je pense que ça peut bien fonctionner, mais par contre, ouais, je saurais pas du tout dire comment ou quoi parce que j'ai pas testé. D'accord, super. Merci. J'ai une question. Si demain, par exemple, tu devais tout recommencer, Mélanie. Quand je dis tout recommencer, c'est que voilà, tu décides la semaine prochaine de lancer ta boîte de freelancing en rédaction, etc. Et que on te disait tu devais tout faire en termes de vente, aller chercher la clientèle, etc. Explique-moi un petit peu le process que tu activerais. Comment est-ce que tu ferais pour aller chercher tes premiers clients? Déjà, en ayant aujourd'hui mon expérience, je connais un peu plus les clients cibles d'un correcteur, alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'en fait, j'en avais aucune idée. Et quand j'ai le correcteur qui se lance, je pensais qu'on ne travaillait qu'avec des maisons d'édition. Et ça fait 4 ans que je suis freelance et je n'ai jamais travaillé avec une maison d'édition. Donc, quoi, on peut travailler, mais pas que avec ça. Justement, enfin, j'ai découvert que en fait, on peut travailler avec n'importe qui à partir du moment où la personne écrit en français. Elle peut avoir besoin de nos services. Ça peut être un entrepreneur qui a besoin de corriger ses posts, ses articles, ses newsletters. Ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un média, ça peut être une maison d'édition de jeux vidéo, enfin, ou de jeux de société plutôt. Enfin, en fait, ça peut vraiment être tout à partir du moment où il y a du contenu écrit en français. Donc là, si je devais prospecter activement, je pense que ce serait plus facile déjà parce que je pourrais avoir une cible en ligne de mire. Alors que quand je me suis lancée au tout début, je ne savais pas du tout qui contacter. Et c'était ça surtout qui me bloquait. Bon, après, il y a le fait que j'aime pas forcément trop prendre les devants pour aller parler aux gens, mais je savais pas qui contacter. Et c'était vraiment ça qui me bloquait. Et je pense que c'est ça qui bloque aussi beaucoup de freelances, d'entrepreneurs qui savent pas vers qui se tourner. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je devais vraiment me relancer, c'est peut-être un petit peu des deux, un petit peu de création de contenu sur LinkedIn et un petit peu de prospection justement vers des personnes, des médias par exemple, qui sont intéressés par mes services. C'est quoi ta secret sauce quand tu produis sur LinkedIn? Cette question, elle me gratte depuis tout à l'heure parce que voilà, sur les réseaux, enfin surtout sur LinkedIn, je vois que tu as pas mal de réactions à tes contenus, etc. Et quand je dis pas mal, c'est vraiment pas mal. Et je respecte ça. Et généralement, les producteurs de contenu, surtout sur ce réseau-là, ils ont toujours des secrets de sauce qu'ils peuvent divulguer ou pas. Et toi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des best practices? Comment est-ce que tu fais pour avoir autant, disons, de notoriété, pour créer autant de réactions sur LinkedIn? Je pense déjà que j'essaie de rester moi-même. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. J'essaie pas d'être corporate.
parce que justement, au tout début, quand je m'étais lancée, que j'écrivais sur LinkedIn, je mettais des smileys et tout ça. Il y avait des personnes, un peu le profil boomer, qui venaient justement pour me faire la morale, pour me dire vous n'allez jamais trouver de clients en mettant des smileys, en écrivant un peu familier et tout ça, parce que j'aimais bien faire des petites blagues. Je faisais des posts de rageuse aussi, où des fois je m'énervais sur un sujet. Et d'ailleurs, c'est mon premier gros buzz, c'était un post de grosse rageuse. J'étais énervée ce jour-là. Mais voilà, il y en a, ça leur plaît pas. Mais visiblement, ça plaît quand même à la majorité parce que j'ai quand même pas mal d'engagement. Et en fait, c'est juste que j'essaie de rester moi-même. J'ai pas envie de faire des posts où je suis une personne que je ne suis pas, en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie de faire des posts lisses où il n'y a pas de blagues, où il n'y a pas de petites remarques, il n'y a pas de petites références. Ça, j'aime bien de temps en temps mettre une petite référence à un film, à quelque chose que j'aime bien, justement pour voir si les gens ont aussi la référence. Enfin, créer vraiment du contact avec les personnes qui vont lire. Donc, non, vraiment, je pense que vraiment le premier truc, c'est vraiment de rester soi-même. Ça peut paraître cliché, oui, il faut être authentique, mais j'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre sur LinkedIn et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a aidé justement à me faire connaître et à faire que mes posts étaient appréciés parce que les gens sentaient que je mentais pas, je pense, que j'étais moi-même, tout simplement. Et puis mettre un peu d'émotion, justement. Le côté rageux, ça, généralement, ça plaît bien, les gens, ça les fait réagir, mais même sans forcément tomber dans du storytelling impudique comme certains font, mais des fois, raconter quand même une petite anecdote sur soi, ça peut être pas mal aussi pour que les gens nous connaissent. Mettre de l'émotion, tout simplement. De l'humain, parce que c'est un réseau social, donc je pense que c'est important. La leçon à retenir, c'est être authentique, être soi-même et mettre de l'émotion, savoir captiver. C'est ça. Super, top. Tu m'as parlé de cette partie authenticité et moi, j'ai envie de te poser la question suivante qui est le personal branding. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Est-ce que toi, est-ce que tu l'as travaillé, ce personal branding, ou bien il est venu tout seul? Je m'explique. Très souvent, il y a aussi des entrepreneurs qui parfois refusent de se mettre en avant parce que voilà, pour je ne sais quelle raison, ils ont leur raison ici tout à fait respectable, mais ils refusent de se mettre en avant d'une part, et de l'autre part, ils ont des difficultés à trouver des clients aussi. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est souvent quand tu es, très souvent, surtout de nos jours, tu es la représentation de ton produit, de ce que tu vends. Lorsque les personnes viennent, ils ont plus envie d'acheter de ce que toi tu es que ce que toi tu fais concrètement. Et j'aimerais avoir ton retour par rapport à ça, si tu as travaillé un petit peu ton personal branding, et surtout comment est-ce que ça se passe, par exemple, quand une personne t'a contacté via LinkedIn pour une prestation, comment est-ce que tu te disons, comportes avec elle professionnellement? Encore une fois, je reste moi-même. Oui. J'ai pas forcément créé de personal branding. En fait, j'ai vraiment, j'ai voulu rester moi-même. Alors peut-être que des fois, j'ai un peu joué justement sur ce côté rageuse. Je suis vraiment une rageuse dans la vraie vie. Mais voilà, des fois, d'en rajouter un petit peu dans certains posts, je me disais, là, ça va peut-être plaire quand même. Oui. Après, vraiment, la grosse étiquette du personal branding que j'ai, c'est vraiment le côté sniper des fautes d'orthographe. Ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie de jouer. Je voulais vraiment mettre ça en avant parce que je voulais un peu sortir du lot. Oui. Quand je me suis lancée, il y avait très peu de correcteurs sur LinkedIn. Mm-hmm. Et vraiment, ça a explosé. Maintenant, j'en vois partout. Donc, je me suis dit, c'est bien quand même d'avoir quelque chose pour se démarquer. Ça, de toute façon, je crois que je l'avais mis dès le début, le sniper des fautes d'orthographe, parce que c'était un surnom qu'une amie m'avait donné. Donc voilà, j'avais voulu mettre un petit côté un peu... pas corporate, encore une fois, un côté humoristique, humain. J'ai pas juste marqué pour actrice freelance, point. J'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais après, on peut avoir un personal branding sans forcément se dévoiler à 100%. Moi, justement, ma vie privée, je la dévoile très peu sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux. Je vais parler d'écriture, je vais parler de correction, je vais parler de mon rapport à la correction, de comment j'organise ma journée de travail, mais je ne parle pas de ma vie privée en dehors du travail,
Je mets pas de photos non plus de moi. Maintenant, c'est quelque chose qui est très à la mode sur LinkedIn. Il y a beaucoup de photos, de selfies. Et moi, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire parce que j'avais pas forcément envie de mettre ma tête en avant. Pour moi, c'était vraiment mon contenu qui était important. Mais dans mon écriture, j'arrive quand même à montrer ma personnalité. C'est juste avec des petits traits d'humour, des traits de rageuse, je montre qui je suis en fait, vraiment. Je pense que c'est ça qui est important et je pense que c'est un peu la base du personal branding. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur justement que, quand on leur dit justement, et oui, il faut votre marque personnelle, ils se disent ah mais il va falloir que je raconte ma vie, que je raconte mes vacances et tout ça, alors que non, pas forcément. On peut garder tout ça privé, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut trouver un bon dosage et comment se dévoiler qui on est, sans dévoiler ce qu'on fait dans la vie civile. Intéressant. Je suis complètement d'accord également avec toi. Il y a plusieurs écoles encore. Il y en a qui, oulala, je ne veux pas qu'on sache qui je suis une personne de l'ombre, etc. J'ai l'impression que ça, c'était tu me dirais toute ta manière de penser, mais j'ai l'impression que ça, c'était un peu, c'est l'entrepreneuriat un petit peu à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est avant les grands patrons, ils étaient un peu plus dans l'ombre. Ils se faisaient super humbles, en tout cas aux yeux des caméras, et ils se mettaient très rarement en avant parce que voilà, j'ai pas le temps, il faut que je bosse, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Voilà, moi je suis Stone. Je mets une image plus sérieuse et si je me mets en avant devant des caméras ou sur un réseau social, ça fait pas sérieux. C'est ça. Et je vais faire le clown sur LinkedIn, alors que non, on peut rester sérieux. Exactement. Mais tu vois, j'ai l'impression justement que la tendance, elle est en train de s'inverser. De l'autre côté, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut justement se mettre en avant, qu'il faut parler de son produit, montrer qu'on est efficace, montrer qu'on est pertinent et montrer qu'on est, je dirais pas accessible, mais dévoiler en tout cas une part de soi au monde et être un petit peu une glace à la pistache que les personnes qui adorent la pistache pourraient venir acheter et ne pas plaire à tout le monde. Comme toi, tu le fais par exemple, voilà, Mélanie rageuse. Pas tout le monde, mais c'est pas grave. Tu vois. Mais carrément, mais justement, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là parce que la manière dont tu organises tes posts, ton calendrier, ta ligne éditoriale, etc., elle est faite pour un certain type de personnes et pas pour tout le monde. Parce que qui plaît à tout le monde plaît à personne. Qui plaît à tout le monde fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc perso, je suis pas très très fan de la glace à la pistache, mais je sais que la vanille, c'est monotone, ça a un goût que voilà. Mais je sais que si on me propose demain deux saveurs de glace concrètement, là je commence à avoir faim, de glace concrètement, je sais que je ne choisirai pas la vanille parce que c'est celle c'est celle que tout le monde veut, quoi. Même si c'est ce que j'aime. J'ai l'impression que ça se ressent de plus en plus dans l'univers entrepreneuriat où on veut des personnes qui se démarquent, peu importe la façon dont ils se démarquent, mais on veut des personnes qui osent se démarquer en faisant des choses, que ça plaise à l'un ou l'autre ou pas. On veut ces types de personnes. Est-ce que do you feel me? Non, je suis complètement d'accord. Après, c'est sûr que là, aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de créateurs de contenu, c'est de plus en plus dur, justement, de se démarquer. Mais ça fait partie du métier, en fait, ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte quand on se lance aujourd'hui et qu'on décide justement d'être actif sur un réseau. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et justement, ça me fait penser sur LinkedIn. Enfin, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais pendant longtemps, justement, les pages de marques d'entreprise marchaient vraiment beaucoup moins bien que les pages personnelles. Et des fois, la page du patron d'une entreprise allait beaucoup plus fonctionner. Ces contenus allaient beaucoup plus plaire, beaucoup plus être remarqués que ceux qui étaient postés sur la page de la marque qui allaient avoir 3 likes et c'était ceux des employés souvent. Donc là, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que c'était quand même assez révélateur. Les gens avaient envie justement d'avoir affaire à une vraie personne, pas à juste une étiquette entreprise, à quelque chose de froid, d'impersonnel. Vraiment, les gens ont envie de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un, ils savent qui est derrière, même s'il n'y a pas de photo, parce que il y a des fois des personnes qui arrivent à créer quand même un
un réseau et un engouement sans forcément mettre de photos vraiment de leur tête. On peut mettre une illustration ou quoi. Mais ouais, juste montrer qu'on est une vraie personne, qu'on est un vrai humain et qu'on n'est pas juste une entreprise ça peut être n'importe qui en fait derrière. Ouais, je pense que ça c'est important. La relation d'humain à humain, en fait, vraiment, je pense que les gens recherchent ça. Mais carrément, je partageais parfaitement ton point de vue aussi pour l'avoir expérimenté et l'avoir vu aussi chez certains de nos clients. C'est qu'à un moment donné, les postes d'entreprise ne marchaient plus. Ça marchait plus du tout. Et, par contre, lorsque le responsable de l'entreprise postait, eh bien, il y avait un engouement derrière. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que les gens ne veulent plus acheter. Ils ont peur justement ils ne veulent plus être démarchés, ils ne veulent plus acheter, ils ne veulent plus qu'on leur fasse des offres, ils veulent leur argent pour eux. Donc, dans le cas de figure où on mettait où ces clients mettaient des contenus sur les réseaux, surtout sur leur page entreprise, c'est voilà, il va nous vendre quelque chose, voilà. Mais par contre, de l'autre côté, lorsque la personne postait, je sais pas, une victoire ou bien un échec ou bien un case study avec un entrepreneur ou un client elle avait accompagné, eh bien, tu voyais que bravo, c'est génial, c'est super, etc. On voyait déjà son cercle premier, enfin de premier degré, c'est-à-dire c'est peut-être ses frères, sœurs, ses anciens camarades d'études, ses collègues, ses collaborateurs, etc. Ou bien d'autres clients qui l'a accompagné. Sont directement là, que ce soit en DM, que ce soit en like, que ce soit en commentaire, ils poussent directement et là on remarque qu'il y a un reach qui est complètement dingue. Mais de l'autre côté, parce qu'on avait fait un A/B testing, on avait mis presque le même type de post, mais avec l'entreprise. Mais je crois même pas qu'il y avait une vingtaine de likes, quoi. C'était complètement fou. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de personne derrière, on ne sait pas qui c'est, donc ouais, on est méchant en fait, je pense. C'est le fait de ne pas savoir. Bon. Carrément. Ouais, carrément. Et j'ai envie de te poser la question, à rester un petit peu à cheval entre le marketing et la vente. Là, si j'ai bien compris, voilà, ta prospection, tu fais pas de prospection, tu es fully inbound, voilà, si je comprends bien. Les gens, du coup, te contactent en DM, ou voilà. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe ton canal d'acquisition, si tu peux nous expliquer un petit peu. Comment, du coup, les gens me contactent C'est ça. En gros, voilà, par exemple, chez TBP, nous, on fait également beaucoup d'inbound, c'est-à-dire que moi, ainsi que mes deux autres cofondateurs, on met pas mal d'articles et de contenus sur LinkedIn, sur nos domaines de compétences, bien sûr, et les personnes qui nous jugent, disons, intéressants, nous contactent directement, et par la suite, on leur propose un appel téléphonique, et on leur propose un audit, etc., jusqu'à ce que, s'il y a deal, qu'on fasse un deal, s'il n'y a pas de deal, on fait pas de deal, mais on reste en contact. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que ça se passe? Ça m'intrigue beaucoup. Je te dis pourquoi, parce que tu es éditrice également, tu rédiges des écrits, toutes ces choses-là. C'est un métier à part et c'est un métier, je pense, qui est hyper important. Et en termes business, je me dis peut-être qu'il y a d'autres process qu'il y a peut-être à activer dans ton domaine d'activité qui n'est pas réalisé dans d'autres types d'activités. Là, justement, en fait, je fais un peu comme vous, mes posts, justement, qui vont parler d'orthographe, de mes compétences. Et les gens me contactent, donc soit par email, soit par LinkedIn directement. Ils me demandent voilà, si on peut collaborer. Alors déjà, ça dépend ce qu'ils me demandent. Il y en a beaucoup qui vont me demander de la correction, mais il y en a qui vont continuer de me demander de la rédaction, ce que je ne propose plus. Il y en a qui vont me demander du coaching aussi pour soit de l'orthographe, soit pour écrire un livre. Et pareil, c'est pas quelque chose que je fais. Il y en a qui vont me demander aussi d'écrire un livre avec eux ou pour eux. Donc, encore, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, je ne sais que de la correction. Et généralement, on échange par mail parce que moi, tout ce qui est téléphone, c'est pas mon truc. On voit justement si on peut... si ça match, tout simplement. Si la mission m'intéresse, parce que là, aujourd'hui, j'ai quand même la chance de pouvoir choisir justement les missions qui m'intéressent pas. Si j'ai de la place, ça, c'est pas toujours gagné, parce que mon emploi du temps se remplit très vite et énormément, c'est rempli. Et voilà, après, selon le délai du client, selon son budget aussi, parce que s'il n'a pas les moyens, malheureusement, je pourrais pas faire grand-chose pour lui, ou alors, souvent, moi, je propose en fait... Le forfait de base, c'est une double correction. Mais bon, si vraiment quelqu'un a besoin de une correction, qu'il est bon en orthographe, qu'il a
bien écrit, je peux éventuellement proposer une seule correction, enfin parfaite, mais qui coûte moins cher, donc des fois c'est quand même plus abordable. Donc voilà, en fait on échange par mail pour organiser un peu tout ça, voir à peu près à quelle date je vais rendre le texte final corrigé, et puis voilà, après j'attaque jusqu'à ce que la correction soit finie, que j'envoie. Bah écoute, top, merci beaucoup. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez par exemple, est-ce que tu as, parce que j'imagine que tu es solopreneur, super, est-ce que tu as une partie, disons, pas SAV, mais fidélisation? C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'un client vient, il vous organise, tu lui fais sa prestation, est-ce que tu le recontactes par la suite pour pouvoir bosser avec lui? Ou bien voilà, c'est du one shot et puis tu attends que le client revienne vers toi? Non, j'attends que le client revienne vers moi parce que justement mon emploi du temps se remplit. Ok, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, je suis très très content pour toi parce que c'est pas c'est pas aussi facile que ça d'avoir un agenda hyper rempli et surtout en fait de ne pas aller chercher les clients en compte-gouttes et de les faire venir, ce qui veut dire que ta prestation est déjà de qualité et surtout c'est reconnu, quoi. Parce que j'imagine que les clients que tu sers conseillent tes prestations à d'autres personnes. Oui, ça arrive assez souvent. Justement, tout à l'heure, on parlait du bouche à oreille, et c'est vrai que ça m'arrive quand même de plus en plus souvent que des personnes me contactent en me disant voilà, je viens de telle personne avec qui vous avez travaillé ou telle personne qui vous suit sur LinkedIn et qui m'a recommandé vos services. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis, mon travail a plu. Mais après, ce qui aussi me sécurise beaucoup, c'est que j'ai des missions régulières, vraiment sur le long terme. J'ai notamment une mission très régulière où je travaille 4 jours par semaine, 4 demi-journées par semaine pour un média pour qui je corrige des articles, plein de contenus. Donc déjà, ça me fait vraiment une très grosse base. Et c'est vraiment, c'est le plus gros de mes revenus et c'est très sécurisant. Et j'ai 3 autres clients réguliers avec qui je travaille un peu plus au compte-gouttes. Enfin, c'est pas des jours attitrés, mais voilà, ça s'étale sur toute l'année. Et donc, pareil, j'ai pas besoin de revenir vers eux. Enfin, vraiment, on travaille de façon régulière. Donc, j'ai pas à accepter beaucoup de missions ponctuelles en dehors pour pouvoir compléter ça. J'en prends quand même, parce que j'aime bien aussi diversifier un petit peu, découvrir des nouveaux romans. Enfin, c'est toujours intéressant. Mais j'en prends vraiment au compte-gouttes. Et j'aime bien justement, après, suivre quand même des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Là, par exemple, et corriger un roman d'une personne pour qui j'avais déjà corrigé pas mal de textes l'année d'avant, des nouvelles, des textes littéraires. Mais j'aime bien justement pouvoir continuer un petit peu de suivre les personnes. Il y a aussi une cliente pour qui je corrige plusieurs livres. C'est pas régulier, c'est une fois de temps en temps quand elle écrit un livre, en fait. Mais voilà, je deviens un peu la correctrice attitrée et ça, j'aime bien parce que du coup, je connais le style des personnes, je connais leurs habitudes, je connais leurs fautes aussi récurrentes, je sais un peu sur quoi porter mon attention. Moi, j'aime bien. Bah écoute, je suis très content pour toi parce que d'une part, tu as des clients ponctuels et de l'autre côté aussi, c'est comme si tu avais un abonnement, quoi, auprès d'autres types de clientèle, mais qui reviennent à chaque fois vers toi et plus ils reviennent, plus ils sont intéressants, quoi. Enfin, plus ils reviennent, plus ils estiment que tu es capable de pouvoir répondre à leurs besoins. J'ai une grande question à te poser. C'est vrai que l'univers entrepreneurial et ainsi que la rédaction, c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas anodin pour tout le monde. Et j'aimerais savoir, surtout toi, comment est-ce que tu te débrouilles vraiment dans cet univers-là et comment est-ce que tu pourrais conseiller, disons par exemple un entrepreneur, enfin un étudiant ou voilà, peu importe, une personne qui est passionnée de rédaction, comment est-ce que tu pourrais le conseiller, l'inspirer à se lancer et voilà. Ensuite, tu aurais une petite deuxième question à te poser aussi là-dessus, mais voilà. Déjà, d'aller vers ce qu'il aime parce que justement, la rédaction, moi, je suis allée vers ça un peu par dépit parce que je savais que ça marchait bien, la rédaction web à ce moment-là. Et j'avais une formation de rédaction professionnelle. Donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Mais c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. On parlait de la passion au début. Là, la passion n'était clairement pas là. Et du coup, ça se passait pas très bien parce que un article qui aurait dû me prendre 3 heures à écrire, j'allais passer 9-10 heures dessus parce que j'étais pas inspirée, il fallait que j'aille faire des recherches.
Non, j'aimais pas ça vraiment. Alors que quand j'écris un article pour mon blog, ça peut me prendre juste une demi-heure et pourtant il fait 2000 mots à la fin. Parce que là, je connais bien le sujet, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai choisi. Donc voilà, c'est très, très différent. Donc vraiment de bien choisir déjà son domaine, de faire quelque chose qui l'intéresse vraiment. Parce que c'est vrai que quand on est freelance, il faut quand même aimer ce qu'on fait, parce que sinon c'est très dur de se motiver à avancer. On n'a pas le patron derrière. Bon, après, il y a des clients, mais bon, c'est assez compliqué. On peut très vite, du coup, devenir désorganisé, prendre du retard parce que ouais, ça nous plaît pas. Donc vraiment, ça, c'est très important. Après, de se former, hein, bien sûr. Pour un étudiant, ça, c'est très important je sais qu'il y en a beaucoup qui font juste lettres modernes et qui se disent qu'ils vont devenir correcteurs alors qu'ils n'ont pas de formation en correction et pas de formation en orthographe non plus. Je sais l'effet des lettres modernes, et bon, il y avait des cours de grammaire, mais c'était pas de la grammaire appliquée, c'était vraiment des concepts un peu bizarres. J'ai jamais vraiment compris. Dans mon poste de lundi, je disais justement que j'avais des mauvaises notes, donc pas quelque chose qui m'a formée vraiment pour devenir correctrice, alors qu'après, quand je suis allée en master, là, ça m'a vraiment mis les mains dans le cambouis. Donc vraiment de se former et de pas se reposer sur ses acquis, vraiment d'essayer de devenir juste meilleur, le meilleur possible dans son domaine, et donc de travailler pour, et de pas juste arriver comme une fleur parce que ça marchera pas. Non, il faut bosser. Quand on est entrepreneur, il faut bosser. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu as parlé d'organisation, déjà, qu'il fallait que tu puisses, faut être capable de bien s'organiser. Quel conseil t'aurais à donner, toi? Quels sont tes hacks organisationnels? Bon, j'imagine que tu dois avoir un petit, disons, un petit agenda ou un petit calendrier avec tes deadlines, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu t'organises? J'ai le classique Google Calendar, où voilà, juste ce que j'ai à faire. Après, bon, je suis pas forcément la personne la plus organisée qui soit. J'ai quand même tendance à me laisser un petit peu dépasser des fois, à me dire « Oh, j'ai le temps », et alors qu'en fait, non, j'ai pas tant le temps que ça. Je m'améliore de plus en plus, mais au début, c'est vrai que j'avais tendance à devoir travailler jusqu'à 2-3 heures du matin pour pouvoir rendre vraiment dans les temps. Aujourd'hui, justement, j'essaye déjà d'anticiper, de prévoir beaucoup de temps. Si je me dis « Ah, ce roman, je peux le corriger en un mois », je vais dire 1 mois et demi, parce que je me connais déjà, il y a les imprévus, et puis je sais que je vais procrastiner tout simplement. Et puis en plus, comme j'ai des missions régulières à côté, c'est vrai qu'aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Je ne suis pas, quand je corrige un roman pour un client, je ne suis pas à temps plein dessus. J'ai toutes mes autres prestations à côté hebdomadaires, donc oui, il faut vraiment pouvoir anticiper ça. Je communique bien sûr avec le client, je lui dis, je donne une estimation, voilà, je pense que je devrais pouvoir finir dans ces eaux-là, sauf si bien sûr il a une date très précise, mais la plupart des gens qui me contactent n'ont pas de deadline. Souvent c'est un roman qu'ils ont juste envie d'auto-éditer, mais c'est pas dans l'urgence, on va dire. Donc voilà, j'essaie de communiquer aussi au maximum, d'être transparente pour pas qu'eux ils attendent indéfiniment et qu'ils ne voient rien arriver dans leur boîte mail. Donc voilà. Après, c'est vrai que justement mes prestations régulières m'aident à avoir quand même une organisation assez carrée, parce que pour le média pour lequel je travaille, j'ai des horaires fixes. Donc ça m'aide en fait à structurer ma journée et à ne pas partir un peu dans tous les sens et à travailler la nuit, à dormir le jour. Je sais qu'il y a certains entrepreneurs qui le font. Moi, du coup, j'ai des horaires, pas de bureau, c'est plus souple, mais des horaires d'un humain normal, on va dire. Et ça, je pense que ça aide aussi, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec les clients, pour pouvoir communiquer sur LinkedIn. Faut quand même être dans des heures correspondent un petit peu au commun des mortels. Donc, ne pas se lever à 14h et se coucher à 6h du matin, parce que sauf si on vit dans un pays qui n'a pas le même créneau horaire, pas plus horaire. Voilà, c'est bien d'avoir des horaires à peu près normaux. Oui. C'est intéressant ce que tu dis aussi dans cette partie-là, et j'imagine même pas, je le dis, même l'organisation, c'est l'une des clés d'une entreprise à succès. Je le dis, mais je ne suis pas aussi organisé que ça. C'est facile de démarrer quand Vraiment cordonnier, vraiment totalement mal chaussé. Mon bureau, c'est Alcatraz, c'est n'importe quoi. J'arrive en pagaille.
suis vraiment très, 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 très désorganisé. Mais ceci peuvent te le jurer, c'est complètement n'importe quoi. Je dis ça dans le sens où c'est important pour moi, justement, d'être organisé. Et comme je ne le suis pas, mon associée, surtout Aminata, elle est très, très bien. Elle permet elle permet de ramener le tir à du 10 sur 20. Parce que me laisser moi tout seul m'organiser, c'est complètement dingue parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et je pense que tu dois l'avoir aussi avec tous les clients que tu dois servir, les devis que tu dois envoyer, les mails que tu dois faire, les articles que tu dois faire, les clients que tu dois gérer. Énormément de choses à faire, surtout quand on est solopreneur. Si tu n'es pas organisé, vraiment, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Ah oui. Je ne suis pas organisé pour ceux qui m'écoutent, je suis désolé, mais je vous conseille vraiment de vous organiser ou de trouver vraiment l'adéquation parfaite entre votre vie privée et votre vie professionnelle et surtout ce qui peut permettre surtout à vos clients de vous voir comme la personne qui a besoin, la personne qui peut vous accompagner au mieux, quoi. Sinon, c'est vraiment, excuse-moi du terme, la merde. Donc, c'est vrai, il faut renvoyer quand même une image un minimum fiable et pas complètement dépassée. Enfin, voilà, ne pas être disponible. Enfin, c'est vrai que la chose qui me dépasse le plus souvent, ça va être les messages et les mails. Mais j'essaie vraiment de répondre toujours dans la semaine, de ne pas laisser passer jusqu'à la semaine d'après. Parce que je me dis quelle image ça renvoie, enfin, sauf bien sûr en cas de vacances ou quelque chose comme ça, mais quelle image ça renvoie si je mets 15 jours à répondre alors que non, alors que je postais sur LinkedIn, enfin, non, ça fait pas sérieux. Donc, j'essaye d'être quand même un minimum cadré, même si je dois répondre aux mails à 20h le soir, après ma journée de travail, que j'en ai vraiment plein la tête, mais bon, j'essaye de m'y tenir. Ce qui doit être fait, doit être fait. Exactement. Faire des to-do list, ça aide justement, quand tu fais ta liste d'objectifs de la journée, bah, ça aide, parce qu'en plus, c'est frustrant de te dire, là, bah ouais, j'arrive à la fin de la journée, il reste juste une case, c'est les mails et je ne l'ai pas coché. Allez, quand même, je peux la faire. Donc, Mais tu sais, je trouve que tu as de la chance parce que moi, ma to-do, elle finit jamais. Ah ouais. C'est incroyable parce que lorsque je réalise une tâche, en dessous de cette tâche, il y a 10 000 autres tâches qui s'agréent. C'est un truc de dingue. Vraiment, et ça continue, ça continue, ça continue. Je me suis retrouvé des jours avec les collègues à finir à 23h ici. C'est fou, quoi. Mais il faut que je m'organise un peu plus. Et big up à Aminata si elle nous regarde ou si elle nous entend. Parce que sans elle, dans cette partie-là, ça aurait été très, très compliqué. Tu sais, mais carrément. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de vente, comment est-ce que tu t'organisais, etc. On a parlé d'un peu de marketing, c'est-à-dire ton tunnel d'acquisition. On a parlé un petit peu, transversalement, mais de communication, c'est-à-dire ta strate de contenu, si j'ai bien compris, pardon, les contenus que tu mets en ligne, c'est plus du contenu de rage, voilà, de ras-le-bol, disons. Premièrement, et deuxièmement, c'est plus tout ce qui touche vraiment ton cœur d'activité, c'est la correction, la rédaction, etc. C'est ce qui te permet de ramener disons, on appelle ça du lead ou des prospects, quoi, des clients qui viennent taper à ta porte. Maintenant, j'ai envie de parler concrètement du dernier point que TBP, que nous aimons prôner. Alors nous, on prône vraiment 4 points, 4 axes qui permettent à une entreprise de commencer déjà à faire de la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 4 axes-là, mais sans ces 4-là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire le marketing, voilà, si tu ne sais pas comment te positionner, c'est compliqué. Si tu ne sais pas comment faire tes tunnels d'acquisition, c'est compliqué. Toutes ces choses-là, si tu ne sais pas faire ton bench, c'est compliqué. Il y a la partie communication, voilà, communiquant, on ne sait pas où tu es, production de contenu, etc. Il y a la partie vente, bah, tu vends pas, tu meurs, voilà, c'est clair. Et il y a la dernière partie qu'on aime appeler la piraterie. Quand je dis piraterie, c'est pas dans le mauvais sens, c'est plus dans le bon sens. Ça touche cet aspect, je pense peut-être que tu as déjà dû entendre ce terme-là, le growth hacking, que nous considérons vraiment plus comme un mindset que des outils, vraiment. Et toi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as hacké le système pour être un peu plus performante qu'avant. Je m'explique dans le sens où je me dis peut-être qu'en termes de production d'articles ou de rédaction de mails, toutes ces choses-là, tu devais avoir des habitudes auparavant qui te prenaient peut-être un peu plus de temps que maintenant. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il y a des outils que tu as activés. Est-ce que c'est par professionnalisme ou par expérience que tu es devenu meilleur dans ça? Comment est-ce que tu as fait pour hacker le site?
Je pense par expérience plutôt. J'utilise très peu d'outils autour de mon business, hein, vraiment, je suis de la vieille école, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de voilà, pas d'accessoires. Mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé, je postais, 3 fois par semaine sur LinkedIn. Je répondais à tous les commentaires, à tous les commentaires sous les commentaires, à tous les messages, qu'on m'envoyait. Chaque personne qui m'ajoutait à son réseau, je lui envoyais un message personnalisé. Et très vite, je suis passée à 7 heures par jour de LinkedIn et c'était plus possible, en fait, au bout d'un moment parce que quand on n'a pas de clients, très bien, en fait, c'était mon travail de répondre, sur LinkedIn. Mais quand on commence à avoir des clients, c'est plus possible, en fait, comme ça. Je m'étais enfermée dans cette habitude, je m'étais donné un peu des obligations, genre je dois le faire. Parce que si je le fais pas, ça va retomber et voilà, c'est pas bien. Et je me rappelle vraiment d'un soir où j'étais avec mon conjoint et j'avais dit vraiment là, j'en peux plus. Enfin, là, j'ai encore au moins 80 invitations que j'ai pas eu le temps de traiter. Je m'en occupe. Ah, là, pour le coup, ouais, vraiment, je m'attendais pas. C'était peu de temps après mes premiers gros buzz sur des posts. Et en fait, je m'attendais tellement pas à ça que j'ai été complètement dépassée. Je savais plus du tout où donner de la tête. Mon conjoint m'a beaucoup aidé justement à déculpabiliser en fait, genre non, tu n'es pas obligé d'envoyer des messages à tout le monde, non, tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Et en fait, progressivement, j'ai mis des choses en place justement pour ne pas passer autant de temps sur LinkedIn et pour me protéger aussi un petit peu parce que vraiment ça me dépassait complètement. Donc déjà pour commencer, j'avais enlevé le bouton se connecter sur mon profil pour mettre suivre. Et comme ça, j'ai reçu beaucoup moins d'invitations. Les gens me suivaient, mais sans forcément se connecter. Donc déjà, ça faisait beaucoup moins d'invitations moi-même à traiter. Je me suis mise juste à répondre aux notes qu'on m'envoyait avec une invitation. Mais si la personne ne m'envoyait rien, je n'allais pas lui envoyer un message non plus parce que je n'avais plus le temps. J'essaie de répondre autant que possible aux commentaires sous mes posts. Mais par exemple, là, lundi, je me suis complètement fait dépasser par mon travail parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas eu le temps de répondre à la plupart des commentaires. Je le ferai peut-être plus tard si j'ai le temps, mais je me dis, si je loupe un post où j'ai pas répondu aux commentaires, c'est pas grave. Je me rattraperai la semaine d'après. J'ai aussi beaucoup diminué ma cadence de publication. Maintenant, je ne fais qu'un seul post par semaine, le lundi. Mais sinon, voilà, je ne pourrais clairement pas faire 3 posts par semaine maintenant. C'est juste pas possible. Parce que l'écriture en elle-même me prend pas beaucoup de temps. Généralement, je passe entre 30 et 45 minutes à écrire un post. Mais après, il y a vraiment tout ce qu'il y a derrière, répondre aux sollicitations. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et j'essaye d'être aussi disponible que possible. Mais malheureusement, il y a des semaines où non, ça coince. Donc, c'est pas possible. Et j'essaye de déculpabiliser autant que possible. Et j'ai aussi mis sur ma description de profil de LinkedIn que je ne répondais plus aux demandes d'orthographe, enfin aux questions d'orthographe. Parce que en fait, ça me prenait un temps fou à chaque fois. Parce que des fois, c'était des choses que je connaissais, mais je ne savais pas forcément comment expliquer. Donc, il fallait que j'aille faire des recherches. Et c'était tout ça pour une seule personne. Ça me prenait trop de temps. Donc, quand la question est pertinente, je vais la noter en disant ça pourra faire un post, ça pourra intéresser des gens. Mais je ne me réponds plus parce que je reçois vraiment beaucoup. Hein, vraiment, on peut pas imaginer. Mais ouais, ça peut des fois être une vingtaine par jour. Donc, c'est vraiment pas possible de faire 20 leçons privées d'orthographe quotidiennes. Donc ça, pareil, j'ai arrêté, mais j'ai prévenu les gens. Donc après, s'ils n'ont pas lu mon profil, tant pis, c'est pas de ma faute. C'est incroyable. Donc si je comprends bien, au lieu de faire, disons, de hacker le système, de faire du growth hacking, disons, du piratage, technique, c'est-à-dire tous ces outils qu'on trouve en ligne, c'est plus du growth, du piratage en termes de procédés, en termes de, je veux dire mindset, mais c'est peut-être pas le bon terme à utiliser, mais mental un peu, quoi. C'est un peu moins culpabilisé déjà. Ça. Un peu moins culpabilisé. Je me sentais vraiment mal en me disant oui, mais les gens, ils sont gentils, ils m'écrivent, ils commentent mes posts. Et là, je les snob. Mais en fait, je pouvais juste plus. En plus, c'était une période où j'avais commencé à faire presque un burn-out parce que j'avais vraiment trop. Enfin, j'ai réussi justement à m'en rendre compte à temps et à ralentir, mais j'avais vraiment beaucoup trop de missions, j'avais accepté trop de choses, j'étais vraiment complètement dépassée. Et vraiment, là, ça m'a beaucoup aidé de ralentir, même aussi sur mes autres contenus, puisque j'ai 2 blogs, un blog de correction, un blog d'écrivain, et je publie un article sur chaque blog par mois. Mais il y a des fois où juste c'est pas possible. Au début, je culpabilisais aussi beaucoup. Je me disais, mais les gens dans ma newsletter d'écriture, ils attendent justement à la fin. Il y
les articles, mais tant pis, c'est pas grave. Je n'ai pas envie d'écrire un article de qualité médiocre jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il faut absolument qu'il parte le lendemain matin. Je préfère justement me dire, tant pis, ça attendra le mois prochain. Et c'est pas grave. Vraiment, il faut déculpabiliser. Et la chose vraiment essentielle pour moi, c'est vraiment poster sur LinkedIn 1 fois par semaine. Ça, vraiment, sauf cas exceptionnel, je m'y tiens. C'est vraiment le plus important. Et le reste, c'est si je peux. J'essaye autant que possible, mais je ne me force pas. Super. C'est un nouveau type de growth que je ne viens pas de découvrir, mais je trouve que c'est intéressant d'échanger dessus. Vraiment, on a parlé de burn-out. J'ai carrément envie de faire tout un podcast dessus sur le burn-out et la fatigue des entrepreneurs parce que c'est complètement ouf, quoi. T'imagines pas le nombre de personnes qui perdent les pédales parce que voilà, le projet avance pas, ils ont des comptes à rendre, je sais pas, par exemple à des VC, à leurs collaborateurs, ou bien voilà, ils ont des responsabilités, énormément de choses et qu'ils n'arrivent pas à aboutir à ce projet. Et ça fait que souvent, ils ont le burn-out. Je te propose, en tout cas, si tu es intéressé, dans un autre podcast, je sais pas, à un autre moment de la journée, si tu as du temps à m'accorder, bien sûr, parce que madame est occupée. Super. Je te propose à un autre moment de l'année, pourquoi pas, ce sera l'occasion de faire un retour, un feedback de ce qui s'est passé de maintenant jusqu'à ce moment-là, sur le burn-out ou d'aborder d'autres sujets, d'autres thématiques. En tout cas, là, il nous reste quelques temps. Ça fait déjà 1h15 qu'on est en ligne. J'ai promis à mes associés, je le dis dans tous mes live podcasts, de faire 1h30 max. J'ai énormément de mal à le faire. Mais si tu savais le nombre de questions que j'ai en tête, mais c'est fou. Mais t'inquiète pas, on va rester sur ces points-là. Là, tu m'as répondu en ce qui concerne cette partie growth, disons, le growth que tu utilises dans ta boîte pour pouvoir passer, en fait, pour te déculpabiliser concrètement. Maintenant, j'aimerais que tu me poses, que tu me parles un petit peu disons, d'inspiration, un petit peu. Mélanie, toi, qui t'inspire vraiment dans cet univers entrepreneurial? Quand je dis qui t'inspire, si demain on te disait t'as un dîner, pas un date, parce qu'il y a un monsieur et il risque de me casser la figure. Demain, t'as un dîner avec un dîner professionnel, bien sûr, avec un entrepreneur et que tu aimerais échanger avec lui. Tu sais qu'en échangeant avec lui, tu pourrais complètement monter de niveau. Qui est-ce que ce serait et pourquoi? Ça peut être un écrivain aussi. Moi, je dis entrepreneur, mais ça peut être n'importe qui en vrai. Bonne question. Vous avez 4 heures. Non, on n'a qu'un quart d'heure. C'est vrai. Vraiment un entrepreneur ou un écrivain, ce serait pas forcément pour le côté entrepreneurial, mais peut-être pour le côté détermination et motivation. C'est Amélie Nothomb, que je connais déjà parce qu'on échange par mail, par lettre plutôt, à l'ancienne. Et on s'est déjà vu en dédicace, mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui a une routine un peu trop hardcore pour moi. Elle écrit de 4h à 8h du matin, tous les matins. C'est tout tôt, quand même, pour moi. Mais si on adapte à des horaires un peu plus normaux, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment beaucoup, de se dire que vraiment, même si elle a la gastro, même si le monde est en train de s'effondrer, même si elle a fait la fête la veille, elle va écrire tous les jours sans la moindre exception. Et elle est toujours très inspirée, toujours très motivée. En plus, elle écrit pas uniquement parce que c'est son métier. Parmi tous les livres qu'elle publie, je crois qu'elle en écrit 4 par an et qu'elle n'en publie qu'un seul. Donc, elle écrit vraiment pour elle. Elle écrit parce qu'elle a ce besoin, parce qu'elle a cette envie, ce besoin en fait vraiment viscéral d'écrire. Et moi, c'est quelque chose que je ressens aussi. J'ai besoin d'écrire. C'est pour ça que j'écris tous les jours, un peu moins qu'elle, malheureusement, parce que j'ai aussi le travail entrepreneurial à côté, alors que elle, son travail, c'est vraiment d'écrire. Donc, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup plus de temps. Mais vraiment, toute sa routine, toutes ses habitudes d'écriture,
Enfin, ça m'inspire vraiment beaucoup. Donc, je pense que ce serait elle. Vraiment, c'est quelqu'un de déterminé, de motivé, qui lâche rien, en fait. Et du coup, très, très inspirant. Franchement, écrire de 4 heures du matin à 8 heures, il faut le faire. Et du lundi au lundi, c'est incroyable. Mais grand respect à elle parce que c'est pas aussi facile que ça. Tout à l'heure, tu as employé le terme motivation, qu'elle est super motivée. Moi, j'ai envie de garder le terme rigueur euh, 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 parce que je pense que la rigueur est plus, elle est, elle mène plus au résultat que la motivation. Selon moi, dans le sens où la motivation, c'est fluctuel. C'est-à-dire que je peux être hyper motivé aujourd'hui. Voilà, je vais à la salle de sport, je vais tout déchirer. Demain, il pleut ou il fait un petit peu froid. Il fait un peu gris. Voilà. Mais par contre, si tu es rigoureux, vraiment, quoi qu'il en coûte, hein, je ne vais pas faire de politique, mais en tout cas, si on utilise la politique du quoi qu'il en coûte, peu importe ce qui peut arriver, je suis rigoureux, je fais mes tâches, je fais ce qu'il y a à faire avant de passer à autre chose. C'est hyper important et comment tu en parles, je trouve que je me dis que ça doit être une personne vraiment hyper quali en tant humain qu'entrepreneur. Bon, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense en tout cas qu'elle doit, je me dis qu'elle doit l'être. Et bah, écoute, gros big up à elle. J'aimerais savoir, euh, toi, Mélanie, si aujourd'hui tu devais inspirer le monde, disons le monde entrepreneuriat en général, si tu devais les inspirer, comment est-ce que ce serait? Bonne question. Vous avez 10 minutes. Peut-être la rigueur, justement. Je pense que c'est quelque chose de très important et j'essaye autant que possible d'être rigoureuse dans mes habitudes. Donc, même si là, justement, j'ai levé le pied sur certaines habitudes qui ne m'apportaient plus rien, vraiment, les postes d'orthographe, ça, c'est une habitude que je veux garder et qui est vraiment très, très importante pour moi. Et donc, voilà, sauf vraiment parce que je suis dans le train et que j'ai pas de connexion Internet et que j'étais vraiment bloquée ce jour-là. J'essaye vraiment chaque semaine, c'est le rendez-vous le lundi et puis si je fais pas le lundi, je vais essayer de rattraper dans ma semaine. Mais enfin voilà, d'être aussi rigoureuse que possible et même dans mon travail en tant que correctrice, ouais, la rigueur, c'est quelque chose de très très important et malheureusement, il y a beaucoup de correcteurs qui en ont de rigueur, qui vont relire un peu à l'arrache par-dessus la jambe, qui vont pas forcément appliquer vraiment les consignes qu'on leur donne et je pense que c'est vraiment un problème parce que vraiment je pense que la rigueur c'est la qualité principale d'un correcteur. Je pense que c'est vraiment très 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 important et en tant qu'entrepreneur aussi en fait c'est quelque chose d'essentiel. Donc ouais, peut-être voilà, je dirais aux gens soyez rigoureux c'est le plus important et essayez d'être un petit peu organisé aussi même si on peut faire sans, mais essayez autant que possible d'être organisé, on vous aidera. Ça vous aidera vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. D'avoir quelqu'un avec vous pour être organisé. C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, il me reste encore du temps. J'avais la question suivante qui était que c'est vrai que là, actuellement, tu es submergé par les demandes. Franchement, c'est génial. Ma question était, est-ce que tu n'as pas pensé je sais pas, à te munir d'une équipe, enfin, à rassembler une équipe autour de toi, peut-être une équipe de rédacteurs ou des choses comme ça, ou avoir le business à un step plus hype que là où tu es actuellement. Je sais pas, pour générer, je sais pas, pour faire grandir ta boîte, quoi. Tu n'y as pas pensé ou tu es plus dans ton cocon et tu préfères ça? Ouais, j'y ai pensé, mais je suis plus ouais, solo. J'aime bien être dans mon coin, ne pas forcément avoir de compte à rendre. Justement, le média pour lequel je travaille, c'est déjà une entreprise où je dois communiquer avec les autres correctrices, avec les rédacteurs, avec les chefs de rubrique. Donc, c'est déjà un travail qui me prend beaucoup de temps. Donc, vraiment avoir ça à côté dans ma propre entreprise, non, j'aimerais pas. Mais j'ai quand même des correctrices de confiance à qui j'envoie justement les clients que je ne peux pas prendre. Alors, c'est pas forcément facile de trouver des personnes en qui avoir confiance dans ce métier, parce que y en a beaucoup, malheureusement, qui sont pas à la hauteur de ce que en tout cas, j'aimerais offrir à mes clients. Donc, mais j'ai quand même réussi à en trouver à qui j'envoie justement toutes les personnes qui me contactent et que je ne peux pas accepter. Parce que comme ça, je me dis au moins, ils sont entre de bonnes mains et voilà, moi, ça me demande juste de répondre aux mails, ça me demande pas grand-chose. Mais en tout cas, vraiment,
collaborer, gérer des employés ou des freelances, pour ça, non, c'est pas quelque chose qui me plairait. Juste, tant que j'ai bonne conscience, j'ai envoyé justement à des personnes qualitatives, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Mais j'aime beaucoup parce que tu es dans la partie, t'es dans l'aspect collaboratif. Dans le milieu aussi, on a énormément peur de la concurrence. C'est que voilà, j'envoie un client à lui ou voilà, j'ai pas envie que le client aille chez lui. Donc j'essaie de tout garder pour moi et j'essaie de répondre aux besoins de tous les clients, ce qui n'est pas possible quand on est tout seul. Et toi, tu prends disons le chemin inverse. Et je trouve que c'est très très cool parce que ça crée pas la concurrence, ça crée plus de la collaboration constructive parce que j'imagine que en leur tendant la perche, je pense qu'un jour ou un autre jour, si voilà, toi, tu es en manque de clientèle, eux aussi pourraient, pas comme si c'était une dette, hein, mais vraiment pourraient te voir en tant qu'expert, être capable de pouvoir répondre aux besoins des clients qui viennent vers eux aussi. Ça crée vraiment, disons, un écosystème entrepreneurial un petit peu équitable et sain parce que même s'il y a 10 000 personnes qui font comme toi, eh bien, quand même, chacun a son petit pain à manger et on donne la force à tout le monde. Donc, on est là pour vivre ensemble et pas manger tout le monde, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis, ouais, comme tu dis, en fait, on me renvoie l'ascenseur si j'ai besoin. Là, il y a justement une correctrice à qui j'envoyais beaucoup de clients il y a quelques mois, quelques années même. Et pour le média justement pour lequel je travaille, il y a une des correctrices qui est partie et il fallait qu'on trouve quelqu'un pour la remplacer. Enfin, c'était un petit peu urgent en plus, il fallait que ça se fasse assez vite. Du coup, cette correctrice est venue, tout de suite. C'est moi qui lui ai proposé la mission, mais c'était quand même quelque chose d'urgent. C'est moi qui avais besoin vraiment parce que c'était moi qui récupérais les créneaux. En attendant, ça me faisait vraiment beaucoup d'heures. Donc tout de suite pour prendre la place et comme ça, ça m'a beaucoup soulagée. On travaille encore aujourd'hui ensemble justement. Et c'est vraiment bien en fait de savoir qu'on peut vraiment compter sur les personnes. C'est quelque chose c'est un échange en fait. Et ça, je trouve ça bien. Et c'est vrai que moi, les correctrices avec qui je travaille, à qui j'envoie justement du monde, je les vois pas du tout comme des concurrentes. Je les vois juste comme des consoeurs, des collègues à qui justement, avec qui on peut échanger des clients, même des conseils, nos galères. C'est important justement aussi d'avoir des personnes sur qui compter, avec qui on peut discuter quand on est freelance, parce que c'est vrai que on est vite amené à être seul, surtout quand on est solopreneur. Et ça peut être vraiment bien justement quand on a des galères, quand on a un souci avec un client, quand on est face à une situation qu'on n'a jamais vue. Ça peut être vraiment bien d'avoir des gens sur qui compter. Et là, je suis contente justement d'avoir autant des correctrices que même d'autres freelances qui sont autour de moi et avec qui on peut avoir cet échange. Et je trouve ça super bien. Super, merci pour cette réponse. Mais il me reste encore 2 petites bonnes questions. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'être solopreneur? La liberté. Moi, je suis tranquille, j'ai pas de compte à rendre et je peux partir là en vacances si j'ai envie. Il y a pas de... J'ai pas justement de collaborateurs vraiment avec qui il va falloir que je m'organise. Alors bien sûr, avec le média, il y a ça, mais bon, c'est quelque chose à part. Dans mon entreprise, je me sens vraiment, vraiment libre. Je peux organiser mon temps comme je veux. Si je veux me lever un peu plus tard un matin, je peux. Non, vraiment, ça, c'est vraiment les gros avantages. Je peux travailler où je veux aussi. Comme ça, c'est le freelancing en général, l'entrepreneuriat en général. Mais par exemple, j'ai un coworking où j'aime bien aller travailler. Donc, je vais dans mon coworking. Si je veux aller passer une semaine dans ma famille, je peux aussi. J'ai pas d'attache vraiment particulière. Après, les inconvénients, comme je disais, ça peut être un peu la solitude. Moi, c'est pas quelque chose qui me pèse, mais c'est vrai que en cas de galère, en cas il y a vraiment une question à poser. Ça peut être bien d'avoir... il y a des forums et tout ça, mais ça peut être bien quand même d'avoir vraiment des personnes avec qui échanger. Donc, se créer un réseau à ce moment-là, c'est quand même assez important. Mais sinon, je sais pas spécialement d'autres inconvénients qui me viennent à l'esprit. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et c'est quelque chose qui me correspond vraiment complètement, justement, d'être solopreneur. Et c'est vraiment pour ça, d'ailleurs, que je voulais devenir freelance. C'était pour être tranquille, travailler chez moi, avec les horaires que je voulais, les clients que je voulais. Et j'ai réussi, j'en suis très contente. Écoute, je suis très très content de participer à cette réussite à travers ce podcast, de participer plus, d'assister à cette réussite. Ça fait très très plaisir. J'ai envie de savoir, avant qu'on se quitte, déjà
te remercie, mais de savoir, je sais que tu croules sous la demande, mais si demain, l'un de nos auditeurs est intéressé par tes prestations ou bien souhaite des conseils ou peu importe, souhaite te contacter, comment est-ce qu'on fait? Alors, on peut vous contacter sur LinkedIn. Alors, il faut m'ajouter, par contre, pour envoyer un message. Donc, le bouton est caché, mais il est toujours là, le bouton de se connecter. Donc, oui, sur LinkedIn, ça, généralement, LinkedIn, je réponds dans la journée, voire le lendemain, mais je réponds quand même assez vite. Je laisse pas passer une semaine. Les mails, un petit peu plus long, ça va être 3-4 jours, mais du coup, mon adresse mail est sur mon profil LinkedIn. C'est marqué dès le début. Et puis sinon, on peut passer par mon blog aussi, mélanie-bigot.fr, par le formulaire de contact. Donc, j'ai pas mal d'endroits pour me contacter, par écrit uniquement, pas par téléphone. mais voilà, si quelqu'un a besoin de me contacter pour me poser des questions ou quoi, c'est comme ça. Et aussi, vu que je recevais beaucoup de questions sur le métier de correcteur, les détails, peut-on vivre de la correction, comment trouver ses clients et tout ça, j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet sur mon blog justement pour éviter, comme pour l'orthographe, d'avoir à répondre individuellement à chaque personne. Donc si quelqu'un veut devenir correcteur, je l'invite à aller lire les articles. Peut-être que je répondrai à ces questions. Super, génial. Écoute, je te remercie beaucoup Merci d'avoir participé à ce podcast-là. C'était hyper intéressant. Encore, j'ai appris pas mal de choses sur toi, ta personne, mais également ton expertise et professionnalisme également. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'échanger avec des entrepreneurs comme toi parce que on a toujours à apprendre déjà des autres parce que chacun a son vécu. Et surtout, tu es reconnu dans ce que tu fais. Les personnes qui te suivront et qui iront te suivre comprendront pourquoi. Donc voilà, en tout cas, je te remercie. J'espère que tu as passé un super moment et que ça s'est bien passé pour toi. Et puis voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on se dise ciao. Vraiment, merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. On se j'ai dit fait les prochains épisodes au-delà. Allez, on se dit ciao. Très très belle journée à toi. Ciao. À bientôt. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit ta victoire. Doing to it.